de lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous donne tout de suite les titres de ce mardi 23 juin. Au titre de la révision de la liste électorale, l'opération d'enrôlement censée prendre fin demain 24 juin est prorogée d'une semaine. Les centres vont donc rester ouverts jusqu'au 30 juin pour permettre à tous de participer au processus électoral en cours. Une délégation mandatée par la première dame Dominique Ouattara est allée offrir du réconfort et du soutien aux familles victimes de l'éboulement de terrain survenu à Nyama, quartier derrière Rail. Un élan de solidarité qui se chiffre à 32 millions de francs CFA. Les élèves en classe de CM2 ont composé aujourd'hui pour l'examen blanc numéro 2 du CEPE et les candidats libres pour l'examen spécial de l'évaluation du certificat d'études primaires élémentaires. Des mesures particulières liées à la pandémie à coronavirus. Et puis le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui enregistre ce mardi 227 nouveaux cas positifs de Covid-19, 54 guéris et 2 décès. Merci de nous rejoindre pour le point de l'information sur RTI 1. Dans l'actualité, ce 23 juin, à la veille de la clôture de l'opération d'enrôlement, la Commission électorale indépendante CEI décide de la proroger. Un report d'une semaine annoncé par le porte-parole de la CEI, Émile Ébrotier, que nous vous proposons d'écouter au micro de Sidonie Davila. Au regard des statistiques partielles en notre possession, les tendances sont encourageantes. Afin de faire droit à cette requête légitime des acteurs du processus électoral, la commission centrale de notre institution a proposé ce jour au gouvernement la prorogation de l'opération de recensement électoral. Notre intérêt et notre souhait est de conforter l'inclusivité autour du processus. Toutefois, la CEI est tenue au respect des dispositions légales. Elle ne peut donc pas proroger indéfiniment le recensement électoral car elle est contrainte d'organiser le scrutin présidentiel le 31 octobre 2020 conformément à la Constitution et de publier la liste électorale provisoire 3 mois avant le scrutin, soit le 1er août 2020 au plus tard, comme le prescrit le Code électoral. C'est pourquoi nous proposons la prorogation du recensement électoral jusqu'au 30 juin 2020. La CEI réitère son appel en vous invitant à venir nombreux vous faire enrôler. Nos équipes de recensement ont été renforcées. Voilà, l'opération continue donc jusqu'au 30 juin prochain. Ça a été jour de composition aujourd'hui pour les élèves en classe de CM2 et pour les candidats libres à l'évaluation du certificat d'études primaires élémentaires. Il s'agit de l'examen blanc numéro 2 du CEPE pour les candidats officiels et l'examen spécial pour les candidats libres. Grâce Kando. Groupe scolaire Cocody Est. Ici, les élèves en classe de CM2 sont à leur deuxième examen blanc. Ces candidats officiels seront évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu et des 2 examens blancs, ce qui leur permettra d'obtenir le certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Ça se passe bien. J'ai appris toutes les leçons qui sont sur la feuille. Ce sont des choses qu'on a déjà vues en classe. Donc, je pense que c'est un peu facile. Les candidats libres, quant à eux, font leur évaluation finale au cours de cet examen blanc. J'ai 40 ans. Et si vous n'avez pas pu aller à l'école, je pense que vous avez toujours l'opportunité d'aller apprendre.
Si j'ai le CP, j'ai passé un concours. Les candidats ont composé dans 4 matières: exploitation des textes, éveil au milieu, dictée et mathématiques. Pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité quelques centres dans le district d'Abidjan. Le programme pédagogique a été totalement achevé. J'ai pu le vérifier partout où je suis passé, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons repris l'école. Tous ceux qui auront 10 de moyenne seront admis à passer en classe de 6e à la rentrée prochaine. Sur les 583 541 candidats, l'on enregistre 6 604 candidats libres, 14 malvoyants et 45 malentendants. Ce sont les mêmes épreuves que les voyants, seulement que nous, nos épreuves sont transcrites dans notre écriture que nous appelons le braille. En fait, c'est des points pour que ce soit en relief afin que les enfants puissent toucher du doigt pour lire. Nous sommes engagés dans l'école inclusive aujourd'hui. Ça veut dire que tous les enfants doivent avoir la chance ou la possibilité d'être scolarisés, y compris ceux vivant avec un handicap. Les résultats de cette session d'évaluation seront connus le 8 juillet prochain. Nous vous proposons maintenant des images des centres de composition de la ville de Bouaké. Comme partout sur le territoire national, les épreuves se sont déroulées dans le calme et dans le respect des mesures barrières en cette période si particulière. À Méagui, région de la Nawa, les compositions se sont également déroulées dans de bonnes conditions. Candidats et examinateurs ont répondu présents pour cette évaluation de fin d'année à caractère national. Didier Nguessan. École primaire publique Kato 2 de la localité de Méagui au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ici, l'heure est à la concentration. Les élèves prennent part au second examen blanc de l'année scolaire 2019-2020 qui fait office de l'examen d'obtention du certificat d'études primaires et élémentaires CEP et du concours d'entrée en 6e du fait de la pandémie à Covid-19 qui sévit en ce moment. Il n'y a pas de souci. On a dit aux enfants de se débarrasser de tout ce qui pouvait, les nuits, les portables, tout ce qui est cahier qu'ils ont sur eux. Les candidats composent dans 4 preuves: l'exploitation de tests, l'orthographe, l'éveil du milieu et les mathématiques. Je suis là faire exploitation du test et je souhaite aussi à tous ceux qui font les examens bonne chance. D'une classe à une autre, élèves et examinateurs arborent tous des masques. Justement, pour s'assurer du respect des mesures barrières et du bon déroulement des épreuves, le préfet de Méagui, accompagné des autorités locales et des responsables de l'éducation, sillonne tous les centres d'examen. Les instructions que nous avons reçues de la hiérarchie d'organiser cet examen blanc comme l'examen normal du CP soit respecté. Et les instructions que nous avons données, nous tournons pour vérifier si tout se passe très bien, que tout est respecté. Pour cette année scolaire 2019-2020, la localité de Méagui enregistre 3 850 candidats repartis dans les 12 centres. Ce mardi, une délégation mandatée par la première dame Dominique Ouattara est allée offrir des vivres et des non-vivres aux familles sinistrées d'Anyama, des dons qui se chiffrent à 32 millions de francs CFA afin de soulager ces populations. Mahama Traoré. C'est avec compassion que la première dame Dominique Ouattara réagit au drame survenu jeudi dernier dans la commune d'Anyama. Ce drame me peine beaucoup. Je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des disparus et leur témoigner toute ma solidarité. Une solidarité qui n'a pas tardé à se matérialiser. Ce mardi, la première dame Dominique Ouattara a mandaté une délégation pour venir assister en vivre et en non-vivre les populations sinistrées. Les dons remis par Patricia Sylvie Yao sont composés de 300 sacs de riz, 250 bidons d'huile, 200 matelas et 1000 nattes, le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA, en plus de 7 millions de francs CFA en numéraire pour les familles des 17 personnes disparues et des blessés. Votre présence, Maman Dominique, nous soulage davantage. Nous n'avons que ce petit mot, merci, pour vous exprimer nos gratitudes. Nous ne sommes pas surpris par la présence aujourd'hui des représentants de son Excellence, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Au nom de toute la population d'Anyama, nous disons donc
Un grand merci à Madame la Première Dame. Ajoutez à ce soutien humanitaire des mots de réconfort à l'endroit des victimes. Elle nous charge surtout de vous dire Yako, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, de vous dire Yako, pour cette grande perte. Je voudrais également lancer un appel au nom de Madame la Première Dame à nos frères et sœurs qui malheureusement continuent d'occuper des zones à risque, qui vivent encore dans des zones dangereuses pour la vie de leur famille, de leurs enfants. Madame la Première Dame vous demande, chers parents, de quitter ces zones afin que la Côte d'Ivoire ne déplore plus de tragédies comme celle-là en temps de pluie. Les émissaires de la Première Dame sont également allés visiter les dortoirs offerts par l'église catholique d'Anyama aux familles sinistrées par l'éboulement de terrain survenu au quartier derrière Rail. Dans cette période de grande pluie qui rime bien souvent avec perte en vie humaine et dégâts matériels, une réunion extraordinaire du comité de coordination élargie s'est tenue au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le point des décisions prises avec Astou Touré. 19 décès, dont 16 à Anyama, 9 blessés et 721 ménages sinistrés, soit 3605 personnes affectées. C'est le triste bilan causé par les pluies diluviennes au jour du 21 juin 2020. Ajoutez à cela la question des populations défavorisées à l'épreuve de la COVID-19. Ce sont autant de dossiers qui ont suscité cette rencontre extraordinaire du comité de coordination élargie, CCE, au 16e étage de la Tour E, au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Nous avons félicité le gouvernement de Côte d'Ivoire pour sa réponse rapide qui a été apportée aux familles sinistrées, en anticipation de ces problèmes, mais aussi en réponse à ces inondations. Et nous avons convenu de rapidement réaliser un inventaire des besoins pour ces familles sinistrées, afin de pouvoir apporter une aide humanitaire supplémentaire. Maria Toukone salue ses partenaires humanitaires engagés auprès du gouvernement afin de juguler ces crises liées aux inondations et à la COVID-19. Les partenaires sont disposés à nous accompagner avec des appuis directs et nous voulons profiter du micro pour saluer tous ces partenaires. Les partenaires ont en outre assuré de leur disponibilité à accompagner et à renforcer les systèmes existants, notamment en matière de sensibilisation, d'alerte précoce, d'assistance alimentaire et sanitaire. Le projet de construction d'une centrale biomasse à 5 km d'Aboisseau va voir le jour cette année 2020. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables en a fait l'annonce. Cheikh Koné. La Côte d'Ivoire est bien partie pour renforcer son parc énergétique. Une centrale d'une capacité de 46 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'1 700 000 habitants sortira bientôt de terre dans la localité d'Aboisseau. Cette centrale a une particularité, elle utilisera près de 480 000 tonnes de résidus de palmier à huile. Il faut indiquer que ce sera la première plus grande entreprise de biomasse en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, dans la situation que nous avons, en général, les résidus de palmier à huile ne sont pas utilisés. Donc c'est vraiment des déchets. Avec cette entreprise, nous allons transformer ces déchets-là pour produire de l'énergie. Ce qui veut dire qu'à la fois, nous allons avoir de l'énergie, mais nous allons aussi avoir des revenus additionnels pour nos paysans. C'est en décembre dernier que le groupe français EDF et d'autres partenaires ont signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce projet. La question des énergies renouvelables est une question essentielle. Elle fait partie de la stratégie du gouvernement qui a pris l'engagement d'arriver à un taux de mix énergétique de 42% à l'horizon 2030. Mais en attendant, la crise sanitaire du coronavirus continue sa course et les élans de solidarité se multiplient. Le groupe EDF, principal contributeur du projet de la centrale biomasse, a offert des kits solaires et sanitaires, respectivement à 2 fondations et une association de femmes de Port-Bouille. Le groupe EDF est une entreprise citoyenne qui, lorsqu'elle accompagne notamment un partenaire comme la Côte d'Ivoire dans le développement de son secteur, s'oblige à accompagner ces actions-là avec des mouvements solidaires. Donc aujourd'hui, ça a été le cas à travers
cet événement et on envisage d'en faire davantage, tout à fait. Au nombre des bénéficiaires, la fondation de l'ex-international Didier Drogba. En 2017, nous avons ouvert notre première école à Pokoukwamikro et je pense que c'est un bel exemple et c'est ce qui a poussé justement ce partenariat, l'électrification de cette école pour permettre aux enfants de pouvoir étudier et leur donner vraiment cette option de pouvoir étudier et plutôt que d'aller travailler dans les champs. Ce sont au total une centaine de kits solaires pour l'électrification des écoles. En zone rurale, des lots de masques et des gels hydroalcooliques qui composent l'ensemble des dons. Le ministre Cissé Aboudrahmane a salué l'initiative et a invité d'autres entreprises à emboîter le pas aux donateurs. Dans la continuité de ces progrès réalisés par le secteur de l'électricité, les ménages défavorisés sont pris en compte. Plus de 5 millions de personnes bénéficient de branchements sociaux. Azopé, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a fait le point sur ces réalisations gouvernementales. Francis Boifo. Le programme social du gouvernement couvre plusieurs domaines dans le secteur de l'électricité. Plusieurs projets ont été réalisés. Depuis janvier 2019, à la date d'aujourd'hui, ce sont environ 1 150 000 ménages en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de la baisse de 20% du tarif du prix de l'électricité, notamment pour les ménages les plus défavorisés. En ce qui concerne le PEPT, un programme qui vous permet de pouvoir avoir un compteur chez vous à domicile en ne payant que 1 000 francs CFA et en payant le reliquat des 150 000 sur une période allant jusqu'à 10 ans. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le compteur est installé gratuitement et vous le payez sur 2 ans. Aujourd'hui, ce sont plus de 5 millions d'habitants qui ont bénéficié du PEPT depuis son lancement. Le gouvernement veut faire de l'accès à l'électricité pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes à fin mai 2020 à un taux de couverture d'électricité en Côte d'Ivoire de 73%, contre seulement 33% en 2011. Lors de cette rencontre à Adzopé, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a annoncé que les 4 localités non encore électrifiées dans la région de Lamé le seront pour porter le taux de couverture à 100% contre 94,44%, soit 34 localités électrifiées sur 36 à fin mars 2020. Le patronat ivoirien renforce les capacités des petites et moyennes entreprises en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Elles sont sensibilisées sur le système de management de l'énergie selon les normes en vigueur, et cela pour l'amélioration de la performance énergétique de toute organisation. Dans un contexte où la Côte d'Ivoire est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% et à accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 42% à l'horizon 2030. Dans le domaine agricole, le projet de coopération allemande pour la promotion de l'agriculture entre dans sa phase 2 pour un montant d'environ 6 milliards de francs CFA. Il s'agit de soutenir le potentiel du secteur agricole ivoirien. Patricia Omouetia. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce slogan traduit depuis plus de 50 ans la puissance agricole de notre pays. C'est dans ce contexte que la coopération allemande s'engage à soutenir le potentiel agricole en Côte d'Ivoire. 9 millions d'euros, environ 6 milliards de francs CFA pour financer l'agriculture. Ce projet de coopération comprend un prêt, c'est sous forme de prêt concessionnel à l'auteur de 9 millions d'euros. Et on va instaurer un fonds pour la promotion de l'agriculture sous contrat avec les sigles PASCCI. C'est un travail qui va venir maintenant. On va commencer, je crois, les premiers réseaux de commerçants d'exploitation de vente seront mis en œuvre déjà cette année. Pour le ministre des Affaires étrangères, ce fonds pour l'agriculture est le reflet de la bonne qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Ce prêt va nous permettre aussi de lutter contre la pauvreté et de permettre à notre pays d'atteindre un autre niveau en matière de développement. Toujours selon Ali Koulibaly, d'autres financements sont attendus pour le développement d'espaces naturels, notamment les parcs et réserves de notre pays. La maladie à coronavirus gagne du terrain aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde.
Certains, voyant passer au vert après une lutte acharnée contre la maladie, redeviennent rouges. Chacun est invité à son niveau à respecter les mesures barrières, seul moyen de rompre la chaîne de contamination. On fait tout de suite le point de ce jour. Le maire de la commune d'Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, a présenté ce mardi, lors du point presse quotidien du gouvernement, les stratégies mises en place dans sa localité pour barrer la route à la maladie à coronavirus. Moussa Konaté. Ainsi, à la tribune de ce point de presse du gouvernement, le maire d'Adiaké explique les actions menées dans sa commune pour barrer la route à la maladie à coronavirus. À Adiaké, sous préfecture, nous avons eu un cas. Une jeune dame qui a été prise en charge, elle et puis 16 personnes contacts. Et depuis plus d'un mois, elle est revenue, elle va bien. Nous travaillons aujourd'hui vraiment à doter le maximum de personnes de masques. Nous avons appuyé les services sanitaires pour mettre à l'entrée de la ville d'Adiaké, ça continue encore, un checkpoint, un point de contrôle. Donc aujourd'hui, si vous voulez rentrer à Adiaké, vous êtes tenu de vous soumettre au respect de lavage de mains et de prise de température. 4 mois que la Côte d'Ivoire mène le combat contre la pandémie de Covid-19. Les chiffres des personnes contaminées se sont accrus ces dernières semaines. Malgré de nombreux cas de guérison et le faible taux de létalité, la menace est toujours présente. Aucune catégorie d'âge n'est épargnée. Ces décès ne sont plus l'apanage des seules personnes âgées ou présentant des pathologies antérieurement connues de maladies chroniques sous-jacentes. Les enfants, les jeunes et toutes les catégories socio-professionnelles et les classes d'âge sont exposées. La forte exposition des jeunes et des enfants expose davantage les parents ou proches, vulnérables par l'âge ou l'existence d'antécédents médicaux particuliers. Au plan sécurité, le commissaire Bleu Charlemagne a rappelé les actions de contrôle en vigueur. Patrouille de contrôle du respect des mesures sécuritaires et sanitaires barrières, notamment le port obligatoire du masque, la tenue et le renforcement des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan, l'interdiction des attroupements plafonnés à ce jour à 50 personnes dans le Grand Abidjan et à 200 à l'intérieur du pays. Le Grand Abidjan demeure l'épicentre de la maladie à coronavirus avec 96% des cas. Les populations sont toujours invitées au respect strict des gestes barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre ce mardi 227 nouveaux cas positifs de Covid-19, 54 guéris et 2 décès. Au Ghana, 14 568 cas ont été confirmés, 95 décès. En Algérie, 12 076 cas confirmés, 861 décès. En Mauritanie, 3 292 cas confirmés, 114 décès. Au Nigeria, 20 919 cas, 525 décès. Et en Afrique du Sud, 101 590 cas confirmés, 1991 décès. Dans le monde entier, on compte à ce jour 9 277 454 cas confirmés, 4 994 966 personnes guéries et 476 830 décès. Dans ce contexte de hausse des cas de coronavirus, l'Arabie saoudite annonce le maintien du grand pèlerinage 2020 à la Mecque. Ce sera du 28 juillet au 2 août, mais dans des conditions particulières. Seul un nombre limité de Saoudiens et de résidents du royaume sont autorisés à accomplir ce pilier de l'islam cette année. Les musulmans en provenance de tout autre pays du monde ne pourront pas faire le pèlerinage puisqu'ils n'auront pas de visa pour avoir accès à la Terre Sainte. Et les produits sanguins et aussi le sang qui se font rares en cette période de coronavirus dans les différents centres de transfusion sanguine. Le mouvement Opération Vision 2020 Amadougon Koulibaly a initié une collecte de sang. Plus de 200 poches ont été collectées pour soulager les nombreux malades dans les structures sanitaires du pays. Le reportage de Soro Corona. Venir à bout de la pénurie de sang et de produits sanguins enregistrés dans les banques de sang du pays en cette période difficile de la pandémie à coronavirus. C'est cette mission que s'assigne le mouvement Opération Vision 2020 Amadougon Koulibaly. Pour le président de cette organisation, chacun doit contribuer à sa manière pour atténuer les effets négatifs de la COVID-19. Depuis 2 mois, l'Opération Vision 2020 Amadougon Koulibaly a lancé une tournée nationale de dons de sang.
on veut sauver des vies par rapport à l'épidémie qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. On a profité de cette occasion aussi pour sensibiliser les gens par rapport à ça, pour leur faire savoir que don de sang, là, ça n'a rien à voir avec Covid-19. À Bouaké, plus de 200 poches de sang ont été collectées. Le donneur s'engage à relever le défi du manque de sang en fréquentant régulièrement les centres de transfusion sanguine. Il n'y a pas d'argent pour aider les gens, voilà. Au moins, on peut avoir du sang pour aider les gens. Chaque 3 mois, je vais venir donner. Cette action de portée sociale est saluée par le responsable local du Centre national de transfusion sanguine. Lancer un appel à toute la population, à tous les groupes constitués, à toutes les associations, pour qu'ils emboîtent le pas à Vision 2020, qui est à sa 3e séance au niveau de Bouaké, mais au niveau national qui intervient de beaucoup pour aider la structure à avoir des produits sanguins. En 2 mois de tournée, le mouvement Opération Vision 2020 Amadou Gon Coulibaly a permis au Centre national de transfusion sanguine de collecter plus de 1500 poches. Une autre tournée, cette fois sur le plan politique. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est rendu à Bongouanou. Il a rencontré sur place les membres de la coordination régionale du Moronou, dirigée par l'inspecteur d'État Awa Ndoli Théophile. Et il a salué l'engouement et l'engagement des militants. Alexis Ouedraogo. Le Moronou et l'IFU se mobilisent. Dimanche, dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, était à Bongouanou. L'occasion pour le coordonnateur régional du Moronou, par ailleurs coordonnateur du Grand Sang, Théophile Awa Ndoli, de dresser le bilan de ses activités. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de nouveaux électeurs, en mobilisant bien sûr les anciens, afin que, à la fin du processus, qui se termine par les différentes élections, que le RHDP sorte vainqueur, aussi bien pour l'élection présidentielle que les élections générales et locales qui vont suivre. Les membres de la coordination régionale de l'IFU, conduite par le maire de Pricro et Krakwakou Antoine, ont aussi pris part à la rencontre. La région compte quelques 105 000 électeurs, avec pour objectif d'atteindre 4 000 nouveaux électeurs. Le directeur exécutif du parti a demandé aux membres de la coordination d'être à l'écoute des militants. Il a surtout exigé la solidarité entre eux. Ce que nous notons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un parti qui a su s'organiser pour l'inscription sur le listing électoral, qui a su s'organiser pour amener ses militants et tous les sympathisants à disposer de certificats de nationalité. Je voudrais aujourd'hui, en terminant dans le Moronou, saluer la méthodologie qui a été mise en place par le coordonnateur régional, l'inspecteur général d'État Awa Ndoli. Et je l'ai retrouvé partout, que ce soit à Yamoussoukro, dans le Lodjibois, à Bouaké, à Toumoudi, dans le Nzi, dans l'Agnébi. Il y a non seulement et l'organisation et la mobilisation. Vous savez qu'il y a 2 éléments qui fondent la victoire, l'engagement et l'organisation. Plusieurs dons ont été faits aux différentes coordinations. Le coordonnateur associé RHDP de la région des Grands Ponts à Kassaye-Lazare a rencontré la jeunesse de Grand Laou. L'objectif étant de faire le suivi de l'opération d'enrôlement dans la localité et surtout exhorter les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Le reportage est signé Jean-Marc Djadji. Les nouveaux majeurs de villages de la sous-préfecture de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, sont à l'écoute du coordonnateur régional associé RHDP à Kassaye-Lazare. Réunis à Djidjikro, dans le dit département, ils sont exhortés à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin d'assurer la victoire du candidat RHDP, Amadou Gon Coulibaly. La jeunesse est vraiment motivée, mobilisée, mais un grand souci se pose, surtout au niveau des jeunes majeurs. Les jeunes majeurs sont en majorité des élèves ou des gens démunis. Qui n'ont pas pour avoir 1 000 francs ou 2 000 ou 3 000 même pour faire le certificat de nationalité, on a tout un problème. À Grand Laou, nous voyons que nous sommes beaucoup en retard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'inscrire massivement et puis voter le candidat choisi par le président Alassane Ouattara pour qu'il pense aussi à nous, pour pouvoir développer aussi notre région. Le coordonnateur RHDP, Aka Saye-Lazare, rassure les nouveaux majeurs et se dit satisfait du bilan à mi-parcours de l'opération. Je suis venu aujourd'hui pour faire le point avec mes collaborateurs, pour voir en direct avec nos militants quelles sont les avancées, mais aussi les points de blocage éventuels. C'est ce qu'on a fait. La satisfaction est totale. Du matériel de communication et de bureau est offert aux leaders de jeunesse pour le suivi de l'enrôlement. Le RHDP vise faire enrôler plus de 10 000 nouveaux majeurs dans la région des Grands Ponts
pour la victoire du parti aux élections présidentielles d'octobre prochain. C'est le même objectif pour la coordination régionale RHDP du Poro qui est également sur le terrain, sensibilisation et information sur le processus électoral en cours. Ami Sissoko. 100 000 nouvelles personnes à inscrire sur la liste électorale dans le Poro. C'est l'objectif de la coordination régionale du RHDP. Avec son équipe, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, arpente villes et villages pour galvaniser militants et sympathisants RHDP à s'inscrire sur la liste électorale. À Korogo, Kémou, Napié, Choloka, Koko, Diemelika et Kafine, il a échangé avec les responsables locaux du RHDP, les chefs de village et de communauté, ainsi que les leaders communautaires. Évoquer le processus d'enrôlement sur le fichier électoral. Le point mi-parcours de l'enrôlement révèle des difficultés. D'après les évaluations que nous avons pu faire, l'équipe de la CEI ne peut pas enrôler une personne en moins de 10 à 15 minutes. De ce fait, en 1 heure de temps, l'équipe peut enrôler 4 personnes. S'il travaille 10 heures par jour, ça fait 40 personnes. Le coordonnateur régional du Poro a promis remonter l'information à la commission électorale indépendante. Il y a des difficultés, ça c'est sûr, mais les difficultés ne doivent pas être un obstacle qui nous empêche. Nous devons avancer et faire avec ce que nous avons. Le parti fera sa part, j'en suis convaincu. Pour la coordination régionale RHDP du Poro, la victoire au soir du 31 octobre se joue maintenant. À travers cette mobilisation pour l'enrôlement des militants du parti, il s'agit de garantir la victoire de leur candidat, le Premier ministre Amadou Coulibaly, dès le premier tour. On quitte le Poro pour la région d'Unzi où l'objectif reste le même pour le RHDP. Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimbokro ont été visités. Amadou Ouattara. 35 motos, 100 vélos, 100 tablettes et 8 ordinateurs pour accroître la mobilité des cellules de gestion des élections CGEL du RHDP et leur permettre d'avoir une maîtrise des données des électeurs dans les départements de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et de Dimbokro. Leur activité est prévue pour s'étendre tout le long du processus électoral, surtout au niveau de la révision de la liste électorale qui a démarré le 10 juin, a insisté Kofi N'Guessan Lataille. Les bénéficiaires par la voix du délégué départemental Demokro 2, Geoffroy N'Guessan, ont salué cette action qui, selon eux, va permettre à ces CGEL du RHDP de ratisser l'âge et de rencontrer plus aisément les animateurs des structures de ce parti dans l'exercice de leur mission. En marge de cette action politique, les coordonnateurs régionaux et associés RHDP d'Unzi ont effectué une mission sur le chantier du bitumage de l'axe routier d'Imbokro-Bokanda en Nanda. Au chef de l'État, c'est un homme de parole. Quand il dit, il fait. Il a promis lors de sa visite ici dans l'Unzi. Et voilà que ça se concrétise. On nous annonce 18 mois de travaux. Nous bénéficions de 10 km de bitume pour la ville. Ça aussi, c'est une chose promise par le chef de l'État. Il y a des politiciens qui utilisent les populations comme des échelles et comme des ascenseurs. Quand vous utilisez l'échelle, une fois que vous êtes au sommet, de là où vous voulez aller, vous l'abandonnez. Mais il y en a qui sont ascenseurs, qui montent avec vous. Et je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est l'ascenseur de la région d'Unzi. Et donc nous voulons lui dire merci. Merci pour ce qu'il est en train de faire. Cette route d'Imokro-Bokanda-Nada va permettre, pour la ministre de la Femme que je suis, à nos femmes qui sont dans le vivrier, d'écouler leurs produits rapidement et donc va contribuer au développement économique de la région. Au vu de ces travaux, la coordination régionale du RHDP d'Unzi dit être sereine relativement aux prochaines élections. À Divo, l'opération de révision de la liste électorale se déroule timidement. Le coordonnateur régional associé RHDP Famoussa Coulibaly est donc descendu sur le terrain pour mobiliser. Mama Traoré. Centre d'enrôlement CEI du lycée moderne de Divo samedi dernier. De nombreux jeunes munis de documents requis sont venus s'inscrire sur la liste électorale.
Je votais normalement à Abidjan, j'ai été affecté à Divo en janvier 2019. Donc je suis venu faire le changement de bureau de vote. Je suis venu me faire inscrire ce matin sur la liste électorale pour avoir une part de responsabilité de tout ce qui se passe dans le pays. Dans la région du Lodjibois, sur les 78 036 nouveaux électeurs à enrôler, la CEI a enregistré à la date du samedi 20 juin dernier seulement 10 671 inscrits. Pour le compte du RHDP, de jeunes bénévoles se mobilisent pour assister les futurs potentiels votants qui n'ont pas encore les documents requis pour figurer sur la liste électorale. Cette opération concerne aussi les anciens inscrits désireux de changer de lieu de vote. C'est le cas de Famoussa Koulibaly, coordonnateur régional associé RHDP en charge du département de Divo, qui votera désormais au centre de vote basé au lycée moderne. Nous sommes également sur le terrain au nom du RHDP et de son candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc ceux ou celles qui voudraient voir cette continuité entre le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il n'y a pas de solution. C'est d'abord s'inscrire sur la liste électorale et le jour du vote et de venir accomplir son devoir civique. Le député de Divo s'est ensuite entretenu avec les mouvements de jeunesse RHDP de la région du Lodjibois. Famoussa Koulibaly les a galvanisés à investir le terrain pour une adhésion massive des populations à cette opération d'enrôlement sur la liste électorale. Visite des sites d'enrôlement, sensibilisation et rencontre des structures de base. La coordonnatrice régionale RHDP du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, s'est rendue à Zagné et à Guiglo. F-Boué. La coordination du Rassemblement des ouvrettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Cavali, sensibilise ses militants et sympathisants à prendre part aux différentes opérations d'établissement de la carte nationale d'identité et de révision de la liste électorale. À Zagné, dans le département de Taï, le message de Anne-Désirée Ouloto, coordonnatrice régionale du Cavali, est clair. Dans un pays, on gagne une élection en votant. 31 octobre, on doit aller voter pour gagner. Pour aller voter, il faut que ton nom soit sur la liste électorale. Je voudrais dire à ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ne dormez pas. Faites tout pour être sur la liste électorale. Pour aider les militants, la coordonnatrice a offert 3000 timbres. En outre, les structures de base, les cellules de gestion des élections, les militants et sympathisants ont été entretenus sur la vie du parti et les élections d'octobre 2020. À Guiglo, la première responsable du RHDP a visité quelques centres d'enrôlement avant de s'entretenir avec la direction départementale RHDP de Guiglo. Un autre sujet au cœur de l'actualité, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Ouverte hier, l'audience en appel dans l'affaire procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'avocat des victimes a ce mardi argumenté que la décision de l'acquittement des juges de la majorité de la Chambre de première instance prononcée le 15 janvier 2019 n'était pas dans les normes. Gabriel Zani. Deuxième jour d'audience de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Sur la décision orale d'acquittement des deux hommes rendue le 15 janvier 2019, selon Paulina Massida, avocate des victimes, les trois juges qui ont formé la majorité de la décision contre le juge dissident n'étaient pas d'accord entre eux sur leur approche d'examiner les éléments de preuve apportés par l'accusation. La décision d'acquittement est donc mal conçue. Pour elle, un tel désaccord entre les juges ne peut conduire à un acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les trois juges ne font pas mystère du fait qu'ils ont examiné les éléments de preuve selon trois zones différentes. Un tel désaccord de cette ampleur à l'intérieur de la majorité est en lui-même inadmissible. La majorité ne peut pas simplement se mettre d'accord sur l'issue de la procédure, l'acquittement en l'occurrence, sans se mettre d'accord sur les raisons pour lesquelles les deux défendeurs devaient être acquittés. Pour Paulina Massida, ces erreurs doivent conduire à l'annulation des acquittements. Si pour l'accusation, les preuves n'ont pas été correctement évaluées, la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé indique que les affirmations de la procureure de la CPI, appuyées par la partie des victimes, sont infondées. Les juges ont suivi une procédure normale qui a permis à tous de s'exprimer. Au moment où le procureur a présenté sa preuve à la Chambre, pendant le procès, il connaissait le standard de preuve applicable. C'est donc logiquement à la lumière de ce standard-là
qu'il a présenté sa preuve pendant le procès. Il ne peut pas se plaindre d'avoir été limité, soit par une absence de standard, soit par une absence de liberté. Il a eu toute latitude pour s'exprimer sur la qualité de sa preuve pendant la procédure de no case to answer. Procès d'intention au juge de la majorité de la Chambre de première instance pour la défense. Procédure viciée selon l'accusation. Les parties impliquées dans cette audience de la Chambre d'appel sont dos à dos. Dans ces audiences, dont l'issue déterminera la suite de l'affaire Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé, la décision de la Chambre d'appel est très attendue. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite après, retrouvez sur RTI 1 l'émission Le Débat. Les pluies diluviennes, les inondations à répétition, les constructions anarchiques, les dégâts humains et matériels. Le cycle infernal se répète chaque année. Comment y faire face? Office national de la protection civile, ministère de l'assainissement, ministère de la construction, aménageurs et ministère de la ville. Tous sur le même plateau de l'émission Le Débat avec Lancine Fofana et c'est tout à l'heure sur RTI 1. Bonsoir à tous.